Kamé avait toujours été cet enfant irréprochable, celui dont toute la famille parlait avec fierté. Études brillantes, diplôme en poche, emploi stable dans une entreprise de la capitale, et chaque fin de mois, sans faillir, une partie de son salaire atterrissait sur le compte de sa mère, restée au village. Pourtant, derrière cette façade de réussite, la réalité était bien plus étroite. Un 2 pièces, surpeuplé partagé avec 2 collègues, un matelas posé à même le sol du salon, des odeurs de cuisine mélangées, le bruit permanent des voisins, les disputes qui traversaient les cloisons fines. Chaque soir, en rentrant épuisé, il rêvait d'un espace à lui, d'un endroit où respirer sans sentir le poids des autres sur ses épaules, où il pourrait enfin poser ses affaires sans demander la permission, où le silence serait un choix et non une absence. Alors quand le téléphone sonna un après-midi ordinaire et que la voix posée du notaire lui annonça qu'il héritait de la maison de son oncle Daouda, mort sans enfant, Kamé sentit une vague d'espoir le submerger presque violente. Une maison entière, gratuite, dans un quartier calme en périphérie de Pikine. C'était presque trop beau pour être vrai. Il en avait les larmes aux yeux rien qu'à y penser. Il appela sa mère le soir même, le cœur léger, certain qu'elle partagerait sa joie. Mais au bout du fil, un silence s'installa, long, lourd, presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis elle murmura simplement « Cette maison, tu ne devrais pas y aller, mon fils. » Sa voix tremblait légèrement, une peur ancienne qu'il ne lui connaissait pas, une peur qui semblait venir d'un endroit très profond, très ancien, comme si elle revoyait les rabes de la famille murmurer des avertissements. Elle refusa d'en dire davantage, changea abruptement de sujet, parla du prix du mil au marché, mais les mots restèrent suspendus dans l'air comme une mise en garde muette, un avertissement gravé dans l'ombre. Le notaire, lors de la signature, avait lui aussi eu ce regard étrange, mi-gêné, mi-craintif, comme s'il remettait à Kwame non pas une clé, mais une charge. « Votre oncle a stipulé que la maison devait rester dans la famille », avait-il précisé. Mais personne n'y est entré depuis l'enterrement, 20 ans. Il avait esquissé un sourire crispé avant d'ajouter « Les gens et leurs superstitions, vous savez comment c'est ici, avec les xam-xam et les marabouts. » Kwame avait haussé les épaules. Il était un homme de la ville, rationnel, éduqué, habitué aux factures, aux réunions Zoom et aux embouteillages. Une maison abandonnée depuis 2 décennies n'était qu'un bâtiment à nettoyer, à rénover, à habiter. Rien de plus. Ce qu'il ignorait encore, c'est que certaines demeures absorbent les secrets de leurs occupants. Les gardent prisonniers dans leurs murs, les nourrissent de silence et d'oubli, et que certains secrets refusent obstinément de rester enfouis. Surtout quand un rab ou un djinn y est lié par un pacte ancien. La propriété se dressait tout au bout d'une rue bordée d'arbres maigres, isolée par un haut mur de parpaings noircis par le temps et les pluies acides. Autour, les voisins avaient construit des villas modernes aux portails électriques rutilants, aux paraboles satellites luisantes, aux pelouses impeccables taillées au cordeau. Mais la maison de l'oncle Daouda semblait appartenir à une autre époque figée imperméable, aux 20 années écoulées, comme si le temps avait contourné ses murs par respect ou par crainte, ou parce qu'un esprit tutélaire attaché au lieu veillait encore. La grille en fer forgé était rouillée mangée par le sel de l'air marin proche. Quand Kamé la poussa, elle hurla sur ses gonds dans un grincement métallique strident qui résonna longtemps dans la rue déserte, comme un cri d'avertissement que personne n'entendit. Le jardin était un chaos végétal, herbes hautes jusqu'à la taille qui fouettait les jambes, arbres fruitiers ployant sous des mangues et des papayes pourries qui dégageaient une odeur douceâtre de fermentation écœurante, mouches bourdonnantes en nuages noirs. L'air sentait la terre humide, la décomposition lente, la négligence accumulée, et par moments une note plus subtile, presque métallique, comme du sang séché oublié au soleil, ou la odeur résiduelle, un sacrifice ancien pour apaiser un rab. La bâtisse elle-même était une grande maison à étages de style colonial tardif. Véranda spacieuse, aux colonnes ouvragées, volets en bois massif gauchis par l'humidité, toit de tuiles rouges disjointes par endroits. La peinture blanche s'écaillait en larges plaques irrégulières, laissant apparaître un crépi gris sale, mais les murs tenaient encore debout, solides, presque défiants, comme s'ils refusaient de céder à l'usure. En s'approchant de la porte principale, Kamé remarqua un détail qui le troubla profondément. Malgré 2 décennies d'abandon, aucune vitre n'était brisée,
Aucune trace de cambriolage, pas même une planche arrachée ou une serrure forcée. Comme si la maison repoussait les intrus d'une force invisible, comme si même les voleurs les plus audacieux, ceux qui n'hésitent pas à escalader les murs la nuit, avaient reculé devant elle, sentant peut-être dans leurs os qu'un gris-gris de protection, un ligé bubax enveloppait encore les lieux, ou pire qu'un djinn maléfique, Satan, y régnait. La clé tourna difficilement dans la serrure, raclant le métal oxydé, puis céda avec un claquement sec qui résonna dans le silence. La porte s'ouvrit sur une obscurité poussiéreuse, presque palpable. Une odeur composite l'enveloppa immédiatement, renfermée classique des lieux clos depuis longtemps. Mais aussi autre chose plus subtile, plus inquiétante. Un parfum sucré et écœurant mélange de fleurs fanées depuis des lustres. Dansant, éventé, et d'une note organique indéfinissable, comme si quelque chose avait pourri lentement à l'intérieur sans jamais disparaître complètement. L'odeur persistante d'un hôtel arabe mal entretenu. Les meubles du salon étaient encore là, drapés de housses blanches, jaunies, qui leur donnèrent l'allure de spectres figés dans des postures familières. Camé avança, ses pas claquant sur le carrelage hexagonal usé. Chaque écho semblait revenir modifié, comme si la maison écoutait, comme si un rab observait depuis l'ombre. Tout était resté exactement en place, comme suspendu dans le temps. Bibelots sur les étagères, cadres aux murs légèrement de travers, piles de journaux jaunis sur la table basse datant des années 2000, titres à moitié effacés. Sur le mur principal trônait un immense portrait en noir et blanc de l'oncle Daouda jeune, regard sévère, costume 3 pièces impeccable, menton relevé avec une assurance presque arrogante. À côté, une autre photo plus récente. Une femme d'une beauté saisissante, sourire énigmatique, parée de bijoux traditionnels en or massif qui captaient la lumière comme des étoiles captives. Daouda se tenait près d'elle, mais une distance étrange les séparait, comme s'il évitait tout contact physique, même sur l'image figée. Kamé ne connaissait pas cette femme. Sa mère n'avait jamais évoqué de mariage, jamais prononcé son nom. Ce silence familial pesait soudain plus lourd que toutes les explications qu'on aurait pu lui donner. Un secret gardé pour ne pas réveiller un faru rab, un esprit amant jaloux. Il explora le rez-de-chaussée pièce par pièce, le cœur battant un peu plus fort à chaque porte poussée. La cuisine gardait encore sa vaisselle dans les placards. Assiettes en faïence ébréchées, casseroles noircies, conserves rouillées dont les étiquettes s'effritaient. Date de péremption dépassée depuis plus de 20 ans. Dans la salle à manger, une longue table massive en acajou sombre semblait avoir été dressée pour un repas interrompu. 3 couverts disposés avec soin, assiettes, verres en cristal terni, couverts en argent patinés par le temps, le tout recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. 3 couverts. Pour un homme qui vivait seul depuis toujours. Ce détail le poursuivit comme une question muette, tandis qu'il montait l'escalier aux marches qui craquaient sous son poids, chaque grincement résonnant comme un avertissement discret. Peut-être le pas d'un rab traversant le seuil invisible. À l'étage, un couloir sombre et étroit distribuait 4 portes. 3 étaient entr'ouvertes. Une chambre d'amis au lit, impeccablement faite au carré, comme si quelqu'un l'avait préparée pour un invité qui n'était jamais venu. Une bibliothèque aux étagères ployées sous des centaines de volumes poussiéreux, odeur de vieux papier et de cuir usé. Une salle de bain rétro, au carrelage bleu pastel craquelé baignoire, sur pieds griffus et robinet chromé taché de vert de gris. La 4e porte, tout au fond du couloir, restait obstinément close. Sa poignée en cuivre massif, ornée de motifs géométriques entrelacés évoquant des scarifications anciennes ou des carrés magiques, Wers, Wolof, semblait différente des autres, plus lourde, plus solennelle. Kwame posa la main dessus. Le métal était glacé, presque brûlant de froid, comme s'il puisait dans une source invisible. Un pressentiment viscéral le traversa. Il valait mieux ne pas forcer cette porte aujourd'hui, pas encore. Il redescendit, le souffle court, se promettant de commencer par nettoyer le rez-de-chaussée avant de s'attaquer à l'étage. Le lendemain, il revint avec Marcus, un collègue de bureau prêt à aider contre quelques billets et une caisse de gazelle bien fraîche. « Franchement, ta baraque est pas mal du tout, mec !» lança Marcus en sifflant d'admiration tout en inspectant la véranda. Ils ôtèrent les draps jaunis, révélant des meubles en excellent état malgré les années. Canapé en cuir à peine craquelé, table basse cirée, lustres en cristal ancien, mais intacts,
miroir biseauté, sans une tache. L'oncle Daouda avait eu du goût et visiblement beaucoup d'argent, ou un ligué puissant qui avait attiré la baraka. Vers midi, pendant une pause cigarette dans le jardin, une vieille femme surgit de l'autre côté du mur mitoyen. Perchée sur une chaise en plastique, elle les observait depuis la propriété voisine. Son visage était ridé comme une noix de cola séchée, ses yeux perçants sous un foulard noué serré. « Bonjour !» lança Kamé poliment. « Je suis le neveu de Daouda, j'ai hérité. » Elle ne sourit pas. « Tu comptes vivre ici ?» Sa voix était rauque, usée par les ans et peut-être par trop de secrets murmurés. « Oui, c'est le projet. » Elle secoua lentement la tête, comme si elle voyait déjà la fin de l'histoire. « Vends. Vends et pars loin d'ici, mon fils. Les rabes de cette maison ne pardonnent pas facilement. » Avant qu'il puisse demander pourquoi, elle descendit de son perchoir et disparut derrière le mur sans un mot de plus. L'après-midi, ils s'attaquèrent à l'étage. Dans la bibliothèque, Kwame découvrit des livres sur l'histoire coloniale, la botanique locale, mais surtout une section entière consacrée au Xamxam mystique, traité sur les rabes et tuures, invocation au djinn, fabrication de gris-gris rituels de protection contre Seitan pacte avec les esprits invisibles. Des titres glaçants, Ligué, Boubax et Bubon, comment apaiser un farou rabe, le prix des djinns, 20 ans de prospérité. Une phrase soulignée 3 fois dans un ouvrage aux pages cornées, tout pouvoir exige un prix. Ce qui est donné doit être rendu, en vie ou en âme, Borom Xamxam le sait. La porte close du fond l'attirait irrésistiblement, comme un aimant invisible, mais il se força à l'ignorer encore. La première nuit qu'il passa seul dans la maison fut oppressante. Le silence était total, presque palpable, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister dès que la porte d'entrée se refermait. Vers 3 heures du matin, un craquement net le réveilla. Un pas sur une lame de parquet. Il ralluma son téléphone, balaya la chambre vide. Rien. Pourtant, le sommeil ne revint pas. Il resta allongé, écoutant la maison respirer autour de lui, comme si un rabe rôdait, attendant une offrande oubliée. Le lendemain, en dégageant le jardin, il tomba sur un petit autel en ciment dissimulé par les herbes folles. Traces de cire de bougies récentes, pas plus de quelques mois. Tessons de poterie brisés pour un sacrifice Ndep-like, taches sombres ressemblant à du sang séché d'une chèvre noire, offrande classique pour apaiser un rabe ou sceller un pacte avec un djinn. Plus loin, près du mur d'enceinte, un monticule de terre rectangulaire, exactement les dimensions d'une tombe d'adulte. Le cœur battant, il creusa légèrement avec une pelle trouvée dans le garage. La terre était meuble. La pelle heurta un tissu blanc moisi. Un linceul taché de terre et de moisissure, imprégné d'une odeur d'encens et de sang ancien. Il recula paniqué, la gorge serrée. Il appela sa mère, les mains tremblantes. Après un long silence, elle parla enfin, d'une voix résignée. « Ton oncle n'était pas un homme bien camé. Il voulait la richesse, le respect, le pouvoir. Il a consulté un marabout puissant à Thiès, un Borom Xamxam qui invoquait les djinns au lieu de prier seulement Allah. Un pacte, 20 ans de prospérité en échange d'un tribut vivant à la fin, une vie pour nourrir le djinn ou le rabe lié au contrat. Il a épousé une femme, Adjoa. Belle, douce, venue de Casamance. Elle a disparu quelques mois après le mariage. Officiellement, un voyage. Mais personne ne l'a revue. Certains disent qu'elle est devenue Farou Rabe, prisonnière dans un entre-deux. Kamé murmura. Adjoa, la femme sur la photo du salon? Sa mère confirma l'avoir vue. Le pacte ne s'éteint pas avec la mort. Il continue. Si tu restes, il pourrait te réclamer. Tu portes le sang de la famille. Pour les esprits, tu peux remplacer celui qui a rompu le contrat. Un djep n'a pas suffi à l'époque. Le rab ou le djinn attend encore. Cette nuit-là, Kamé veilla dans le salon, toutes les lumières allumées, son téléphone à la main. À l'aube, épuisé mais déterminé, il prit sa décision. Il ouvrirait la porte close. La chambre rituelle le frappa comme un coup de poing. Mur couvert de symboles tracés à la peinture rouge sang, cercle protecteur wolof, carré magique pour invocation, signes géométriques évoquant des scarifications anciennes ou des gris-gris contre Seitan, qui semblaient vibrer sous la lumière faible comme s'il respirait encore. Au centre,
Un immense miroir ancien au cadre sculpté de scènes rituelles, serpents, arbres cosmiques, figures de Rab. Devant, une table chargée d'objets, bougies noires consumées, coupelles contenant des liquides séchés, plumes d'oiseaux sacrés, ossements d'animaux, pièces anciennes, un petit sachet de gris-gris déchiré, et la photo d'Adjoa seule, rayonnante, souriante comme sur le portrait du salon mais plus vivante, plus lumineuse. Dans le miroir, son reflet apparut. Et derrière lui, une ombre grandit, prit forme. Une femme grande, élégante, en tenue traditionnelle. Son visage devint visible. Adjoa, mais aux yeux creux, peau grise, lèvres noires, entr'ouvertes, sur un cri silencieux. Elle pointa un doigt spectral vers lui. Ses lèvres articulèrent sans son. « Libère-moi. Libère le Rab que je suis devenu. » Il s'enfuit, claqua la porte, dévala l'escalier. Plus tard, fouillant la bibliothèque, il trouva le journal intime de Daouda, caché derrière une rangée de livres. Les pages racontaient tout, le pacte conclu avec le marabout, les 20 ans de richesse grâce à un djinn invoqué, le mariage calculé avec Adjoa qu'il finit par aimer, la décision terrible d'emprisonner son âme dans le miroir rituel au lieu de la tuer physiquement. Ainsi, techniquement, le tribut était payé sans rompre le contrat, et le Rab d'Adjoa restait lié, nourri par l'entre-deux. Les dernières entrées étaient désespérées, écrites d'une main tremblante. « Elle me parle la nuit. Elle veut sortir. Le Rab me hante comme un faru Rab jaloux. Je suis piégé comme elle. Le marabout est mort. Personne ne peut défaire ce Xamxam. Que celui qui héritera ne répète pas mon erreur. Le pouvoir a un prix trop élevé. 100%, vie pour vie. » Les nuits suivantes furent insoutenables. Palant dans le couloir, voix murmurante, « Libère-moi, Kamé, libère le Rab !» Sensation d'un souffle froid comme un esprit traversant la pièce. Il consulta un vieux prêtre traditionnel que sa mère lui avait recommandé, un borom Xamxam respecté. L'homme l'écouta sans l'interrompre, puis dit « Briser le miroir la libérera et le Rab avec elle. Mais le pacte exigera un prix. 100%, vie pour vie, comme dans les Nodup ou les pactes anciens. Si tu ne fais rien, elle te consumera de l'intérieur. Les esprits prisonniers deviennent affamés, puis vengeurs. Un faru Rab ne pardonne pas l'abandon. » La nuit décisive arriva. Marteau en main, Kamé s'assit devant le miroir. Adjoa apparut immédiatement, rageuse et douloureuse. Son Rab vibrant autour d'elle comme une aura grise. Il parla à voix haute. « Adjoa, je suis Kwame, neveu de Daouda. Je sais ce qu'il t'a fait. Je sais que tu es devenue Rab prisonnière, liée par ce pacte djinn. Je vais te libérer. Mais promets-moi de partir en paix. Pas de vengeance sur la famille. Tu mérites mieux que la haine éternelle. Retourne à ton tuur, trouve la baraka. » Elle fixa longuement. Sa voix spectrale murmura enfin. « Pourquoi devrais-je partir ? Il m'a tout pris. Mon Rab crie justice. Parce que la vengeance te gardera enchaîné autrement. Laisse-moi clore ce cycle avec un sacrifice volontaire, pas forcé. » Il s'entailla la paume avec un couteau, laissa couler son sang sur le sol devant le miroir, traçant un petit cercle protecteur comme dans les rituels Wolof. « Mon sang volontaire pour sceller la fin du pacte. Une offrande pour apaiser le Rab et le djinn. Borom Xamxam, accepte ce don. » Adjoa sourit, un sourire triste mais apaisé. « Tu n'es pas comme lui, ton sang est pur. » Il frappa. Le miroir explosa dans un fracas assourdissant. Lumière blanche aveuglante jaillit du cadre. Un souffle froid passa près de lui, puis une chaleur soudaine comme un soleil d'été. Baraka libéré. Quand tout se calma, les symboles sur les murs avaient pâli. Les objets rituels étaient réduits en poussière. Seule la photo d'Adjoa restait intacte. Son sourire enfin paisible, libéré. Il creusa complètement le monticule dans le jardin. Ossements enveloppés dans le linceul blanc. Adjoa, enterré là depuis 20 ans, avec des traces de gris-gris autour. Il appela anonymement la police, indiqua l'emplacement, puis quitta la maison. Après l'enquête, le scandale familial, l'enterrement digne d'Adjoa au cimetière de Yoff, avec prière et offrande pour apaiser son Rab, Kwame revint une dernière fois. La chambre rituelle n'était plus qu'une pièce ordinaire, cadre de miroir brisé contre le mur. Sur le rebord de la fenêtre, une petite plante avait poussé, portant une unique fleur blanche, signe que le Rab était parti en paix. 6 mois plus tard, il vivait dans un petit appartement à Dakar. Modeste, mais à son nom, gagné honnêtement.
La maison avait été vendue aux enchères, rénovée par une jeune famille dont les rires d'enfants résonnaient maintenant dans le jardin, et qui avait posé des gris-gris neufs aux portes pour protection. Parfois, la nuit, il repensait à Adjoa, à son dernier sourire sur la photo. Un soir, une enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une carte manuscrite. « Merci de m'avoir libéré. Tu as payé le prix de la vérité. Ton sang a apaisé mon rab. Certains n'ont pas ce courage. Que ta vie soit longue et paisible avec Baraka. Adjoa. » Il sourit, posa la carte, éteignit la lumière. Pour la première fois depuis des mois, il dormit sans cauchemar. Dans le quartier de Pikine, on raconte encore qu'une femme en tenue traditionnelle apparaît parfois la nuit. Elle marche tranquillement, sourit, salue poliment les passants, puis disparaît au coin d'une rue. Une âme enfin libre, un rab apaisé, venu dire au revoir au lieu de sa captivité. Depuis, la maison n'effraie plus personne. Elle est redevenue un foyer heureux. Et c'est peut-être là le vrai miracle, quand un pacte ancien est rompu non par la peur, mais par le courage et le respect des Xam Xam Wolof.